commencer. Donc, taisez-vous. Bon, bonsoir à tous. Je m'appelle Louane, je suis la RM Biochimie de cette année. Voilà. Et je suis du coup accompagnée de Thibaut pour cette formation. Voilà. Bon, pas plus que ça à dire. Du coup, on espère que tout se passe bien ici, pour vous ici jusque-là. Et puis, on va commencer la formation sans plus attendre. Donc, globalement, ça va tourner autour des thématiques du génome et de la biochimie. Ça vous y était préparé. Et donc, le premier exercice, alors, ayez pas peur après du fait qu'il y ait marqué annales de passe. Si jamais il y a des choses qui sont dans le programme, on vous l'annoncera. Et ce ne sera évidemment pas des choses qui tomberont à vos examens classants qui ne sont pas des concours. Voilà. Ok. Tu veux commencer pour celui-là ou pas? Écoute, oui. France, t'as l'air lancé. Ok. Donc, QCM1, la glucokinase est une enzyme exprimée dans le pancréas humain. Le début de la séquence codante est décrite ci-dessous. Bon, c'est une copie de l'ARN messager en ADN complémentaire ou ADNC. Bon, ça, vous inquiétez pas. L'ADN complémentaire, en fait, c'est juste une copie en ADN de l'ARN messager, c'est-à-dire que c'est juste tous les exons et pas les intros de la séquence. Donc, bon, les données ci-dessous. On s'en servira plus tard, je ne vais pas interpréter ça tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui veulent se tenter pour lire les items? Oui. Pas de problème, tu veux que je répète l'énoncé ou Aux ADN complémentaires. Ah oui, pardon. Donc on me demande de réexpliquer ce qu'est un ADN complémentaire. Bien. Du coup, je vais juste reprendre un tout petit peu la notion de gène pour que ça soit un petit peu plus abordable. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes. Autant reprendre du début. Pardon? ADN complémentaire, c'est pas trop au programme. Voilà. Bon, en tout cas, ça vous aidera à comprendre. Un ADN complémentaire, je vais juste repartir la notion de gène. Quand vous avez un gène, en tout cas chez les eucaryotes, ça fonctionne comme ça. Vous avez des exons, des introns qui s'enchaînent dans la séquence. Okay, les introns ne seront pas constituants de la séquence codante qui vont permettre la synthèse de la protéine, donc la succession d'acides aminés. Donc finalement, c'est parti en considérant que ça, ce que j'ai mis en pointillé, ce sont des introns, d'accord? Voilà. Ces introns, ils seront donc excisés lors de la transcription en ARN messager. D'accord? Donc à partir de là, on obtient, je vais juste vous noter. Bon. Hop. Donc là, vous avez juste finalement ces deux parties codantes. Si je veux obtenir un ADN complémentaire, donc, bon, par exemple avec une reverse transcriptase, donc peu importe, en fait, ça va juste convertir cette séquence d'ARN messager en ADN. Donc en fait, j'obtiens juste la séquence des exons de l'ADN initial auquel j'ai retiré les introns. Est-ce que ça va? Ou est-ce qu'il faut que j'explique différemment? Donc en fait, l'ADN complémentaire, c'est juste les séquences de l'exon de l'ADN. Ok. Donc il n'y a pas d'intron dans cette séquence-là. Monsieur, quelqu'un qui veut... Est-ce que ça vous dit qu'on fasse passer dans la salle pour lire les items peut-être? Ou est-ce que vous préférez que juste on fasse... juste on lise, vous répondez, ou vous essayez, ou on explique juste... Bon, en absence de réponse, je vais me lancer. Item A. Durant la traduction du premier codon AUG, l'aminoacide ARN de transfert qui intervient est la formylméthionine. Donc ça, c'est du hors-programme. Vous n'avez pas à le savoir. Ça commence bien. Pour une question de culture, en soi, on peut vous le dire que c'est faux ici, parce que la formylméthionine, c'est le premier acide aminé qui est utilisé chez les prokaryotes uniquement lors de l'initiation de la traduction. Et ici, on est dans un pancréas, c'est eucaryote, c'est humain, donc c'est pas le cas ici. Ok. Bon, c'était hors programme, donc. Item B. En plus de la méthionine qui débute la séquence protéique, 4 méthionines sont codées par cette séquence. Bien. Alors, quelle est la séquence de la méthionine?
AUG, ok. Dans l'ARN. Ici, on est sur une séquence d'ADN. Donc, on va chercher ATG. Et ATG qui soit quand même dans le cadre de lecture initiale. Bon, a priori, je ne sais pas s'il y a ce genre de piège dans ce QCM-là. Bon, non, mais j'ai détaillé en dessous. Sur les diapos d'après, j'ai détaillé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les réponses. Bah oui, tu sais que là c'est juste l'énoncé. Juste un peu bon. Alors, je m'amuse trop. Bon. Non, mais vas-y. Bah, du coup, bon, bref. On répondra plus tard, parce que du coup, on va le démontrer après de manière imagée. Ça sera plus facile pour vous à visualiser. D'accord. Là, pour visualiser le cadre de lecture, tout ça, ça va peut-être être un peu un petit peu ambigu. Bon. Item C, l'aminoacide ARN de transfert qui intervient dans la traduction des séquences AUG internes est la même. Bon. C'est hors programme aussi. Alors en fait, il va y avoir beaucoup de hors programme parce qu'en fait, on n'a pas eu le choix que d'aller piocher chez les PASS. Mais en fait, si on a mis ces QCM là, c'est surtout pour pouvoir réexpliquer la méthode un peu et pas forcément pour absolument répondre à toutes les questions. C'est vraiment pour, c'est une question de méthode là actuellement. Bon, c'est d'autant plus vrai pour les QCM de génome qui me semble que vous ne détaillez pas tant que ça dans le programme de l'AS par rapport au PASS, mais peu importe. À titre informatif, vous m'entendez bien dans le chat? Hop. Bon, oui, item D, parfait. D, la séquence code pour la séquence protéique suivante, QILAE. Bon, là, il va falloir interpréter après le tableau à 3 entrées de la traduction pour essayer de trouver la bonne séquence. Si ça se trouve, elle n'y est pas. Et puis, bon, bah, pour la E, il faudra faire pareil, mais en prenant en compte qu'on aura une délétion. Donc, item E, une délétion ponctuelle de la 4e base, réduirait la synthèse d'une protéine qui contient la séquence suivante, P, R, R, R. Bon, pareil, ça sera à démontrer à l'aide du tableau. Le tableau qui est donc celui-là, bon, on va le prendre en suivant. Donc, déjà, si on étend un petit peu, on décale, on met au propre la séquence que je vous ai donnée plus tôt, ça donne ça. Bon, déjà, à partir de là, on peut être toutes les réponses données sur la diapo. Hein. On peut s'amuser à compter les méthionines qui sont dans le cadre de lecture. Moi, jusqu'à preuve du contraire, j'en compte 4, en plus de la première méthionine qui est donc la méthionine initiatrice. OK. Alors, en rouge, peut-être que ça ne se voit pas très bien, mais alors vous avez un enchaînement d'acides aminés sur la 2e ligne à gauche, donc qui est QILAE. Il ne me semble pas que les abréviations des acides aminés soient à connaître. Hein. Non, elles sont écrites en dessous du... Oui. Elles sont précisées toujours en dessous du diapo, du tableau. Non. Alors, ok, je vais répéter la question pour le chat. Donc, la question qui a été posée était si j'ai plusieurs méthionines, est-ce que j'ai plusieurs points d'initiation de l'ARN messager dans mon ADN? Enfin, en tout cas, pour une séquence d'ADN complémentaire. Non, puisque pour un ADN complémentaire, en tout cas, c'est plutôt vrai, bon, peu importe, quand on traduit une protéine, on a obligatoirement, c'est vrai, une méthionine initiatrice de la traduction, donc qui va être le premier acide aminé retrouvé, qui va être traduit, donc qui correspond au codon ATG. Maintenant, c'est tout à fait possible de retrouver dans la séquence de la protéine des méthionines sans que ça ne soit des éléments de début d'une nouvelle protéine. Ça fait juste partie de l'enchaînement d'acides aminés. Voilà, au même titre que n'importe quel acide aminé. Mais pour autant, la méthionine est forcément l'acide aminé par lequel la traduction va commencer. Mais du coup, la transcription, elle commence pas à partir de la méthionine Non. La transcription ne commence pas nécessairement à partir de la méthionine. Il y a des zones autour de, disons, avant, après, mais avant le codon d'initiation qui correspond à la méthionine, il y a un enchaînement de nucléotides qui est la zone 5' unitaire, mais ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, je vois des têtes qui hochent. Bon. C'est plus clair, en tout cas? Ok. Bon, parfait. Du coup, il y a juste quelques questions dans le chat. Alors, on est censé savoir par cœur quels codons correspondent à quels acides aminés. Non, parce qu'il donne le tableau qui il est là en bas à droite.
Donc, c'est ce tableau-là que vous devez utiliser pour pouvoir répondre. Donc, pas besoin du coup de connaître les différents acides aminés, mais aussi pas besoin de connaître en fait, par exemple, la leucine, c'est aussi, le code à 3 lettres, c'est le, et le code à une lettre, c'est L. Ça, vous n'avez pas besoin de le connaître. Ce tableau-là, il est donné quasiment à chaque fois. Donc, oui, effectivement, le tableau est donné à chaque fois dans les copies. Vous n'avez pas à connaître les 64 combinaisons de nucléotides, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, tant qu'on y est, puisqu'il vous est quand même demandé de savoir lire le tableau à 3 entrées, la traduction, tout ça, est-ce que sa lecture est claire pour tout le monde ou est-ce qu'il faut revenir dessus, même brièvement, c'est pas très compliqué, si jamais on peut prendre ce temps. Tu me dis si dans le chat il y a nécessité. Oui, dis non. Non. Mais non. Ah si, oui. Si non, non ou oui, ouais, c'est bon, pourquoi pas. C'est pas très clair. Est-ce qu'il voit ma souris? Ouais. Ok. Donc, bon, je vais le dire à l'oral pour les gens qui sont en distanciel partout. Imaginons, je vais médier ça par l'exemple. Si je veux trouver l'acide aminé codé par une séquence ATG dans mon ADN. Bon, un exemple qui vous paraît évident, parce que du coup, on vient de dire que c'était la méthionine. Mais la méthionine, c'est un cas un petit peu particulier, puisque c'est un acide aminé qui a une combinaison particulière et spécifique dans l'ADN. Bref, donc, pour retrouver la séquence, enfin, l'acide aminé qui est codé avec ce tableau. Déjà, la première chose à faire, c'est que on peut s'en rendre compte. Dans ce tableau, vous voyez qu'il n'y a pas le nucléotide de la thymine qui est représenté. Donc, on a l'uracile plutôt. Et ça, c'est justement parce qu'on traduit de l'ARN et pas de l'ADN. Donc, quand déjà vous avez un codon qui contient des T, il vous faudra les changer en U. Donc, si je vous dis ATG, il faut comprendre dans ce tableau AUG. À partir de là, bon, on peut lire le tableau peut-être de manière assez intuitive. On a une première lettre qui correspond à la première entrée du tableau, donc l'extrémité 5', puisqu'on lit l'ARN et par convention, n'importe quel brin d'acide nucléique dans le sens 5', 3'. Donc on note, on va dire de manière conventionnelle, hein, en numéro 1, le nucléotide qui se situe en position en 5'. Donc ici, ça serait le A, dans A, la séquence AUG. Donc je regarde l'entrée dans mon tableau qui correspond à ça. Donc j'ai le A qui se situe sur cette ligne-là. Et ensuite, je vais combiner avec les autres lettres que j'ai dans mon codon. Donc le U, qui correspond ici à la deuxième entrée en haut. Donc ici, le croisement de A et U se retrouve dans cette case-là. Donc on commence déjà à affiner le nombre de combinaisons possibles. Et je rajoute le G en dernier. Alors, il aurait fallu que je rajoute un quadrillage pour que ça soit peut-être plus visuel pour vous. Mais en tout cas, ce codon-là se retrouve finalement avec ces trois combinaisons, enfin, avec cette association de trois nucléotides, me donne un acide aminé qui est la méthionine. Donc par lecture dans le tableau, j'arrive finalement à retrouver un acide aminé et ça marche dans tous les cas de figure quand on vous donne trois acides aminés, à partir du moment où on considère que le code génétique est pas trop altéré. Est-ce que ça va pour vous? Ok. Question dans le chat peut-être? Est-ce que dans le chat, vous avez compris ou il y a des choses qu'il faut revoir? D'accord. Bon, c'est des choses que vous aurez l'occasion de vous resservir assez souvent, de toute façon, dans les QCM, donc n'hésitez pas. De toute façon, vous ne pourrez pas faire ça. Bon, on va continuer alors. Donc, avec tout ça, on arrive à traduire toute la séquence après de codons pour arriver à cette séquence-là. Donc, c'est pour ça qu'on arrive après à retrouver les différents acides aminés qu'ils composent et puis à y associer les lettres. Quoi. Et pour la notion de cadre de lecture est importante. Un petit peu. Enfin, juste une petite précision. Du coup, j'ai eu l'occasion de le dire parfois sur le forum, parfois sur Discord. Mais en fait, quand vous vous retrouvez avec une énorme séquence comme ça, pour moi, le mieux à faire, c'est vraiment de faire des séparations entre vos codons. De toute façon, le sujet, il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Surligner 3 codons, soit d'une couleur différente, soit vous surlignez un codon sur 2. Comme ça permet vraiment d'être très régulier sur votre... ça vous évite de vous perdre, en fait.
Si vous le faites pas, il y a un moment où ça va se décaler et ça risque d'être problématique. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'identifier plus facilement. Par exemple, les ATG, là, vous allez les retrouver beaucoup plus facilement. Du coup, voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire quand vous vous retrouvez face à ce genre d'énoncé. Voilà, donc bon, bah, à partir de là, bon, bah, c'est facile, il y a toutes les réponses qui sont marquées finalement dans ce que vous avez fait. C'est vrai qu'après, tout noter sur votre copie, c'est quand même bien pratique. Vous y retrouvez. Bon, bah, on peut passer à la correction. Bon, on l'a dit, le A, c'était le A, c'est hors hors programme. programme. Bon, Du coup, le B le était B vrai. est vrai, puisque si on reprend cette séquence-là, on voit que en plus de la méthionine initiale, on retrouve 4 méthionines qui sont parsemées finalement dans cette séquence d'ADN complémentaire. Pour le C, c'était hors programme. Pour le D, bon. Attends, il y a une question. À quoi correspondent les lettres sous les acides aminés? Les lettres sous les acides aminés, alors bon, vous pouvez les voir sur ce tableau. Ça correspond finalement, c'est juste une manière plus rapide d'écrire les acides aminés. Chaque acide aminé correspond à une lettre et ça permet juste d'écrire les séquences de manière un petit peu plus rapide. Si on regarde ici, en fait, bon, ben, méthionine c'est abrégé en M, la leucine est abrégée en L, l'acide aspartique est abrégé en D. Tout ça, c'est précisé sous le tableau de toute façon, oui, donc vous voilà. le retrouverez à chaque fois. Il n'y a pas de surprise. Donc si on vous donne la séquence Q, c'est quoi? Si on reprend, voilà, QILAE, à partir du tableau, bon, ben, on peut retrouver c'est la glutamine, l'isoleucine. Bon, voilà, exactement. Donc la séquence de l'item D, on la retrouve. Bon, ici elle est encadrée en rouge, mais au jour de l'examen, ça sera à vous de la retrouver. Et pour l'item E, une délétion ponctuelle de la 4e base induirait la synthèse d'une protéine qui contient la séquence PRR. Alors ça, c'est pas imaginé en diapo, ça aurait été bien. Non, mais oui. Donc, pour répondre à cet item-là, tac, tac, tac. Bon, bah alors ici, ce qu'il aurait fallu faire, et alors que bon, du coup, c'est pas démontré, alors on n'aura peut-être pas le temps nécessaire pour le faire, donc c'est bien dommage. L'item précise donc qu'on a une délétion ponctuelle de la 4e base. Donc, pareil, on lit le brin de 5' en 3', donc la 4e base, c'est le C qu'il y a ici. Donc, comme on enlève un nucléotide, il va y avoir un décalage de toute la séquence qu'il va y avoir derrière. Et donc finalement, même si on ne retrouve pas une séquence P, et finalement, ça n'empêche pas qu'elle puisse apparaître, puisque en fait, le sens de notre succession de codons n'aura plus rien à voir après cette délétion, justement à cause de la modification du cadre de lecture. Ici, l'item est noté juste. Peut-être on en fera la démonstration sur le forum si jamais c'est demandé. Mais bon, là, on n'a peut-être pas le temps qu'il nous faudrait. Allez, bon, continuons. Tu prends? Eh bien, écoute. Allez. Donc, QCM2, à propos du mécanisme de réplication et le schéma ci-dessous qui représente une fourche de réplication, donnez le caractère vrai ou faux des propositions suivantes. Alors, attends. il y a des questions. Je ne comprends pas pourquoi c'est juste. Okay. Celui d'avant. Alors, Thibaut Gombert, c'est pour l'item E que tu ne comprends pas la justesse de l'item? Ah ouais, c'est parce qu'on ne peut pas le voir comme ça. Oui, oui. Attends. Ça bouge pas mal. Ça bouge, ouais. D'accord. Alors, on ne peut pas le voir comme ça, mais éventuellement, on fera une correction du coup de cet item-là sur le forum directement. Donc, vous pourrez la retrouver d'ici peu, parce qu'en fait, là, comme ça, on n'a pas le temps vraiment de tout modifier pour pouvoir tout montrer. Donc, disons que, en fait, là, si on enlève le 4e nucléotide, il nous faudrait retrouver toute la séquence qui suit. Et en fait, il nous faudrait retraduire tous les codons de nucléotides avec un sens qui est modifié. Et bon, c'est long, mais pas bien intéressant. Donc, bon, on n'a pas pensé à le démontrer, on s'en excuse. Hein. Ça aurait été plus commode pour tout le monde. Mais bon, en tout cas, on ne l'a pas fait et on ne va pas le faire maintenant. Désolé. Mais en tout cas, bon, c'est juste et en soi, il faut considérer que ça aurait été vrai. On aurait bel et bien retrouvé cette séquence-là si jamais on avait traduit avec le décalage. Mon cœur, je t'aime. Voilà. PRR, alors. En fait, c'est une séquence exactement comme, comme le QILAE. En fait, c'est pas quelque chose en particulier, c'est juste une séquence qui a été donnée comme ça et c'est celle qu'on pourrait retrouver si on modifiait justement la séquence. PRR, ça correspond aux ça correspond aux lettres qui servent à abréger les acides aminés.
ça donnerait une proline et des arginines. Voilà, En donc fait. ça serait proline et Ouais, suivi voilà. de plusieurs arginines. Voilà. Allez. Donc, la réplication est bidirectionnelle, complémentaire et parallèle. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Faux. Pourquoi? Antiparallèle, exactement, c'est du court, donc ça, voilà. Mais c'est très bien. Chez les prokaryotes, la primase a synthétisé des amorces. Ça, je ne sais même pas si c'est... Enfin... Je crois que sur le programme, j'ai pas vu le terme de primase employé dans vos capsules. D'accord. Ouais, ça c'est plutôt... Oui, c'est ça. Après, disons que le terme de primase, c'est plus une idée d'activité enzymatique, mais une idée, c'est vrai qu'on parle de primase. Donc ça aurait été pas chez les deux périodes sans parler de polymérase alpha. Ça c'est dans vos capsules, par contre. Bon, du coup, la B, elle est hors programme, donc on va pas en parler. Là, c'est l'ADN polymérase 3 a une activité 3', 5' exonucléatique. Je sais même pas si... Si, c'est attends, vrai, ça. Oui. Quelqu'un qui ne comprend pas le terme d'antiparallèle. Hein? Antiparallèle. Antiparallèle. Tu saurais l'expliquer? Ah bah oui. Ok, donc bon, juste, je redonne la question à l'oral. Il y a quelqu'un qui demande juste une explication sur ce que signifie le terme antiparallèle quand on parle de l'ADN. Bon, d'autant plus pour la réplication, mais en fait, ça marche aussi quand on parle des brins d'ADN. Dans le sens, disons que c'est vrai dans le sens où on a deux brins d'ADN qui ont chacun une orientation 5' vers 3', mais finalement, les deux sont en tête bêche. Disons que là où l'un aura son extrémité 5', le deuxième aura son extrémité 3', et inversement. Donc les deux sont antiparallèles dans leur direction de l'espace, en fait. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ou est-ce que c'est vrai que c'est compliqué pour imaginer un petit peu pour les gens qui sont en distanciel? Parce que moi, j'ai un super feutre, mais... Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vas-y, vas-y. Ok, alors. Ah. Je crois qu'il y a... Ok, voilà. alors du coup, pour ta question, peut-être qu'on y reviendra plus tard, Thibaut. C'est un peu plus technique, c'est intéressant. Bon, après, comment on détermine le côté 5' et 3', ce sera écrit. Ce sera, généralement, c'est dit comme là sur la fourche, là, c'est écrit. Enfin, c'est indiqué, le 3', le 5', vous n'avez pas besoin de vraiment le déterminer. Ce schéma montre que l'on aura... Tu n'y arriveras pas. Pardon. Ouais. Tu ne levais pas la main? L'ADN polymérase 3, c'est comme l'ADN polymérase epsilon. Ok. Les ADN polymérases qui sont numérotés avec des chiffres sont, si je ne me trompe pas, les ADN polymérases prokaryotes. Ok. Donc en fait, ce ne sont pas les mêmes enzymes, bien qu'elles aient des activités qui se ressemblent beaucoup. Donc l'évolution a fait que les différents organismes ont quand même trouvé des moyens d'arriver à des activités similaires avec des protéines qui ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes noms, ce n'est pas exactement la même séquence d'acides aminés. Voilà. Oui, au final... Oui, du coup, oui. Tout ce qui est prokaryote, vous jetez, c'est pas... De toute façon, on va revoir la réplication juste après. Ce schéma montre que l'on aura à la fois des fragments d'Okazaki, à la fois pour la réplication du brin A et pour la réplication du brin B. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quoi? Pour la question D. C'est faux. Ouais. Il faudra avoir de l'ADN entre les deux ARN. Ok. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Non? Moi, les fragments d'Okazaki, ils sont là. On les voit. Ouais. Donc, je pense que c'est juste moi qui pas. Attends. Ce schéma montre que l'on aura à la fois des fragments de Kazaki au niveau du brin A et au niveau du brin B. Oui. Voilà. Toi, tu disais c'est faux. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah. De quoi? Oui. Bon. Bah, la réponse est vraie. Oui. Mais dis-lui. Donc c'est donc.
Alors oui, exactement. La fourche, elle part des deux côtés, là. De chaque côté. Du coup, en fait, ça, oui, c'est ça, ça part d'un côté et de l'autre, et du coup, bah, ça fait qu'en fait, il y a forcément un moment où ça va. Je sais pas si j'explique très bien. Si. Mais en fait, là, ça part. Oula, moi, je m'y retrouve plus. Non, mais si, ça part du milieu, c'est ça. Ça part du milieu, bon. Ça part du milieu et on part dans les deux sens selon le brin. Oui, c'est ça. Ok. Je dis pas de bêtises. Donc, c'est en fonction de la. Donc, si je reprends, on a l'ADN qui est ouvert par un certain nombre de protéines qui sont issues des complexes d'initiation, on simplifie les noms. Ensuite, c'est vraiment ouvert par les hélicases. D'accord. Ça, c'est un terme que. Enfin, les hélicases. Oui. Ok. Ça, voilà, donc c'est ouvert par les hélicases. Il ne faut pas oublier que quand même, votre ADN et vos polymérases ont des activités qui sont quand même assez dirigées. Donc, quand vous avez un brin qui est dirigé 5' 3' et que vous êtes du côté 3' de votre brin, la polymérase, elle va juste continuer en 3'. Donc, en fait, ça, c'est le cas qu'on a ici. Donc, en fait, si vous ouvrez ici, la polymérase, elle va juste continuer son activité, elle va polymériser les nucléotides du côté 3'. Elle ne va pas vraiment avoir de gêne à son activité. Avec les fragments d'Okazaki, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le brin s'ouvre du côté inverse à la direction de l'activité de la polymérase. Donc, si on regarde au moment où... Alors, bon, pour les gens qui sont en distanciel, ça va pas être génial. Mais si on regarde au moment où la fourche s'est ouverte ici, une amorce a été posée, l'ADN va pouvoir être polymérisé ici. Mais il ne va pas pouvoir être polymérisé en amont de cette amorce. Et en fait, ce qu'on appelle un fragment d'Okazaki, c'est simplement un enchaînement d'amorces, un enchaînement très régulier comparé à ce qu'on va avoir ici, qui va être entrelacé par de l'ADN qui aura été polymérisé par la polymérase. Voilà. C'est juste une grande concentration d'amorces. Est-ce que ça vous convient comme explication? Bon. Pas de protestation. Mais oui, donc du coup, les fragments d'Okazaki, en fait, on les voit ici. Et du coup, on les voit bien sur le brin A, juste là-bas. Et on les voit aussi sur le brin B, ici. En fait, là, c'est de l'observation. Voilà. On voit bien qu'ici, c'est une synthèse discontinue. Et à partir du moment où la synthèse est discontinue, c'est là qu'on parle des fragments d'Okazaki. Et là, on voit aussi la synthèse discontinue de ce côté-là. Donc, on parle aussi de fragments d'Okazaki. Donc, la D est vraie. Voilà. Et enfin, pour la E, inhiber l'action des topoisomérases vise à induire l'accumulation de cassures dans l'ADN d'une cellule. Alors, qu'est-ce que ça fait une topoisomérase? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Oui. Oui. On accélère. Très bien. Puis c'est dans 30 minutes. Du coup, alors, donc la réplication, ça c'est purement du cours, c'est la transmission de l'information génétique d'une cellule à ses deux cellules filles. Donc là, on reprécise bien que c'est antiparallèle, complémentaire, semi-conservative et bidirectionnelle. Voilà. Donc là, on vous a rappelé les étapes. Les étapes en soi, vous les avez toutes dans le cours normalement, donc je pense que ça devrait aller. On peut en parler à voix. Oui. Attends. Parce qu'en gros, c'est l'ADN polymérase 3, mais ça, c'est pas... C'est prokaryote. Voilà. Oui. Oui. L'ADN polymérase 2, oui, elle est bien aussi chez les eucaryotes, donc voilà. Mais pas l'ADN polymérase... Enfin, l'ADN polymérase 3, on n'en parle pas dans les... Enfin, on n'en parle pas chez les LAS, quoi. Oui. Hein? Ah ben la 2, elle est dans le cours, de toute façon. Hein? Oui. Okay. Je sais plus où, mais je sais qu'elle est en tout cas. Je te suis. La 2 est au programme, même si elle est prokaryote.
Ok. Du coup, donc ça, voilà, donc comme je l'ai dit, c'est du cours et il faut qu'on accélère un petit peu, donc on va pas tout redétailler. Pour ça va pour tout le monde? Ok, bon. Du coup, donc voilà, donc là, on revoit justement les fameux fragments d'Okazaki, on les voit dans les deux sens. Voilà, donc il y a la synthèse du brin suiveur qui se fait de manière discontinue. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je pense que du coup, tu l'as déjà fait. Je pense, après, s'il y a toujours des incompréhensions, on peut reprendre. Hein, mais... Pour ça va aussi? Ok. Bon, allez. Du coup, la correction, c'est donc B, C, D, E. Donc la A n'était pas. Oh, si, la A. Oui, en effet, elle est bien. Donc le problème, c'est bien qu'elle est anti-parallèle et non pas parallèle. Et le reste de la phrase est juste. Ensuite, la B, donc pas au programme, la C non plus. Et donc la D est vraie, la E est vraie également. Comme dans la bah, du coup, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Ah, magnifique. Alors pour celui-là, il y a approximativement un item au programme. Alors, la A, bah, déjà la pseudo-uritine, on n'en parle pas, il me semble. Ça vous dit quelque chose, la pseudo-uritine? Ok. Ouais. Retenez que les ARN, non, retenez pas, mais les ARN, c'est terrible le nombre de modifications que vous pouvez avoir. Parce que on vous a appris les 4 bases, mais en fait, on en compte beaucoup plus, dans l'ARN surtout notamment. Et donc, c'est encore plus vrai dans les ARN de transfert. Mais bon, c'est plus une question de culture scientifique, on va dire, retenez pas ça. Du coup, on passe directement à l'AC. Donc l'AC, c'est l'extrémité CCA sur laquelle est fixé l'acide aminé est identique pour tous les ARN de transfert. C'est... Oui, d'accord. Oui. Oui. J'ai peur. Oui, en effet. Bon, ça, voilà, c'est aussi du cours. Et ouais, en fait, les questions en vrai. Les questions en vrai, les items, ils sont pas trop au programme. Ce qu'on voulait, c'était surtout, ce que je voulais, c'était surtout expliquer par rapport à la boucle de l'anticodon. Donc, mais en fait, j'ai pas ce que je voulais. Ah oui, si, c'est ça. Donc c'est. Bon, ben, avec ça. Ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà. Ok. Donc la RNT sert à apporter les acides aminés et à les rajouter de manière à ce qu'ils puissent faire la réplique. Non, pas la réplication. Oula, n'importe quoi. La traduction. Traduction. Pas la traduction. Oui. Si. La traduction. Ok. Je panique. Arrête. Donc, voilà. Donc, comme c'est écrit, la boucle la plus importante, c'est celle de l'anticodon. Et voilà, donc en fait, ce qu'il faut bien penser à faire quand vous avez une boucle de l'anticodon et qu'on vous parle d'un codon qui pourrait se fixer dessus, c'est surtout de regarder le sens, parce que ça, c'est assez piégeur. Mais du coup, il faut bien voir que quand on part de 3', donc de ici, là, donc de l'extrémité, CCA, voilà, on va jusque-là, ça veut dire que notre GUC, en fait, il est dans le sens 3', 5'. Du coup, votre séquence, il faut bien que vous la lisiez dans l'autre sens, donc 5', 3'. Ou alors, il faut vraiment, ce que je voulais appuyer, c'est vraiment faire attention à ça dans les items, si jamais vous êtes interrogé là-dessus, c'est de faire attention au sens de lecture de vos codons. Donc, si jamais l'anticodon, il fait 3', 5', et ben, il faut bien voir que dans l'autre sens, il faut que ça aille dans l'autre sens. Enfin, sur l'autre brin, il faut que ça aille dans l'autre sens, pardon. Je sais, mes explications, elles sont sûrement pas très claires. C'est complémentaire et antiparallèle. Mais voilà. En fait, c'est ça, il faut rester sur le truc de complémentaire antiparallèle. Et voilà. Et du coup, il faut bien penser aussi à voir la complémentarité, parce que du coup, l'anticodon, ça va être les bases complémentaires du codon. Voilà. Donc c'est surtout ça. Il faut penser à faire les changements. Voilà. Mais du coup, si on nous donne un anticodon écrit en lettres, on nous donne un schéma. Dans l'inverse. Alors du coup, normalement, si on te donne un anticodon, le 3', 5' est précisé dessus. On va te dire 5', par exemple, là, 5' CUG 3'.
Et du coup, toi, quand tu vas le traduire, bah, du coup, ça va te donner 3' GAC 5'. Et du coup, il faudra sûrement que tu échanges de manière à se retrouver dans le bon sens, donc du 5' vers le 3'. Et si, Voilà. si dans le doute, tu n'as rien qui est marqué sur ta copie, c'est convention, 5' en 3'. Ça, c'est toujours vrai. Dans le doute, c'est ça. On ne vous marque jamais, de toute façon, une séquence d'ADN écrite en chaîne de caractères qui est dans un sens autre qu'un 5' et 3'. 5' vers 3', je veux dire. Est-ce que c'est bon pour vous, pour la reine de transfert? Oui. Alors, Non. du coup, non. On n'en parle pas. Donc, à partir du moment où c'est pas dans le cours du prof, c'est que on n'en parle pas. Je crois qu'il avait dit à un moment que le coup sur la boucle et dossier, et il y avait des petits modifications. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Même sur les ARN messagers, en cherchant bien. Mais même en cherchant pas bien. Bref. Du coup, pour reprendre une question qu'il y avait sur le chat. Donc, le code génétique, ça correspond effectivement aux lettres du codon et pas de l'anticodon. Donc, quand vous lisez votre tableau, il faut faire attention parce qu'on ne vous ait pas donné l'anticodon et pas le codon. Sinon, il vous faut faire le complémentaire, faire l'antiparallèle pour retrouver la séquence du codon qui correspond à l'anticodon qu'on vous a donné. Ok. Bon. Ah, on passe au glucose. Ça te va? Ça me va. Allez. Alors, à propos de cette hausse ci-dessous en représentation de Fischer, indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors, est-ce qu'il s'agit du glucose? C'est quoi le glucose? Ouais. Ok. Exactement. Ça, c'est. Et donc, du coup, ça, c'est quoi comme ose? Ouais, c'est du mannose. Il s'agit d'un os de la série D. Ok, Oui. pourquoi? Pourquoi, oui. Alors, ouais, 5e Le position. dernier codon de la... le codon, bah, bien sûr. Le dernier carbone de la série. Le dernier carbone asymétrique. Oui, voilà. Le dernier carbone asymétrique. Mes mots, ils ne veulent pas. Et même dans les définitions de cours, c'est le dernier carbone portant un alcool secondaire. Mais Oui, ça... bon. C'est pas forcément le 5e carbone. Enfin, c'est juste, il faut compter que c'est le dernier avant le CH2OH. Voilà. La série permet d'affirmer que c'est un composé dextrogir. Normalement, je ne sais pas si c'est... Enfin, on voit vite fait, mais en gros, ça, on ne peut pas le déterminer comme ça. Donc, non. Donc, en fait, la confusion là, qui peut être faite et qui est en fait C'est le pour le piège D. attendu, c'est... Ouais, Oui, c'est le D. en fait, le piège attendu, c'est le D dextrogir Oui. qu'on va opposer du coup à la conformation L et avec la propriété physique qui est l'évogir. D'accord? En fait, quand on parle de dextrogir et lévogir, ce sont des propriétés physiques des oses en milieu aqueux qui vont être de dévier la lumière. D'accord, avec un certain nombre. Donc, quand ça dévie à droite, on dit que c'est dextrogir, à gauche, ça va être lévogir. Du coup, ça n'a pas de rapport avec ça n'a pas de rapport la série D avec et la série L. Alors, c'est pas exactement vrai. Les oses, quand tu les mets en milieu aqueux, ils ont tendance à se mettre en grande majorité sous forme cyclique, à peu près à 99%, et tu en as quand même une petite portion qui reste sous forme linéaire. Ouais. Mais donc, du coup, il n'y a pas de corrélation directe entre la déviation physique que va faire un ose sur la lumière et le fait qu'il soit D ou L. Donc, ça, il vous faut... Pardon? Comment on sait si c'est dextrogir ou lévogir? Ça, vous ne Ça, savez pas, pas... c'est expérimental. Voilà. Vous ne pouvez pas le savoir et on ne vous le demandera à pas. moins d'avoir de dire fait si- l'expérience vous-même chez vous, en ayant mis du sucre. Non, Oui, non, alors, c'est pas un programme. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre série D et dextrogir. c'est ça. Ou série L et lévogir. C'est ça. C'est pas parce que ça commence par par la même lettre que ça a un lien, en fait. C'est surtout, voilà, faut faire la différence là-dessus. C'est ça. Et donc, question, pourquoi est-ce que c'est pas du glucose? C'est parce que le premier carbone On le asymétrique... voit juste ici. AEA. Donc, le glucose vous est Le glucose, représenté on le voit maintenant à ici, l'écran. là. Et donc, tu Et peux en voir fait, que le c'est premier OH est à droite. le premier carbone asymétrique qui, en fait, devrait être à droite et non à gauche. Voilà. Oui. Ah oui, on ne considère pas que c'est des méthyles. Hein. C'est des alcools. Oui. Par convention, quand
quand vous avez un glucose, même si on ne met pas le OH, ça reste un OH. C'est pas un méthyle parce que voilà, Sur les os, en tout cas, ça marche. que sur les os. Donc c'est un épimère du galactose. Ah bon, alors, on va tous les faire. Alors, pour savoir de quelle série est l'ose, Il faut faut- regarder le dernier carbone asymétrique ici. Voilà. Et donc ce carbone-là, si jamais vous voyez que le OH il part à droite, ça veut dire que c'est une série D. Et si jamais le OH il part à gauche, donc par ici, ça veut dire que c'est une série L. Voilà. Ensuite, du coup, est-ce que c'est un épimère du galactose? il y a deux questions. Hein. De quoi? C'est quoi l'épimère? C'est quoi le galactose? Le galactose, je crois qu'on n'a même pas mis la structure. Du coup, non, parce que entre cette molécule et le glucose, il y a 2 carbones asymétriques. Ouais. Dis-le plus fort. Parce que sur cette molécule, comparé au galactose, il y a deux molécules, Ok. 2 carbones asymétriques. Le galactose, tu le représenterais comment? Troisième, déjà le premier groupement en H il est à droite. Le troisième groupement en H il est à gauche. Ouais, bravo, c'est ça. Donc ici, effectivement, Mais là, on est sur le manose, là. effectivement, On n'est pas sur le glucose. c'est pour ça que c'est faux. De quoi? C'est pour Ah ça. oui, ça, oui, mais non, je pensais qu'on était resté sur le Je te glucose. laisse m'expliquer. Pardon. Hein? Oui. Bah, ouais, je te prends un peu la parole. Ça se Mais fait non, pas, c'est pas hein. Bon, bref. Ok. Donc, effectivement, ici, ça n'est pas un épimère du galactose. Un épimère, ça se définit comme le changement de conformation d'un unique atome de carbone asymétrique. Donc, la conformation juste R ou S. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu en chimie en tout cas, mais d'un côté ou de l'autre, une conformation ou une autre du carbone asymétrique. Et donc ici, ça aurait nécessité deux modifications, puisque entre l'os qui est représenté ici, c'est-à-dire le mannose et le galactose, il y a deux conformations qui sont différentes. C'est-à-dire deux directions d'hydroxyle qui ne sont pas les mêmes, quoi. Il y a deux carbones qui changent. Mm. C'est pas un épimère du coup. On n'appelle pas ça un épimère, non. Ça porte d'autres noms, on peut parler de diastéréoisomère, de stéréoisomère. C'est une question de définition après, mais... Donc un épimère spécifiquement, c'est le changement de conformation d'un atome. Et du coup, on peut mettre au galactose, manose. Je peux plutôt leur répondre. Normalement, non. La structure principale à connaître, ça reste le glucose, hein, généralement. Enfin, en fait, il faut que vous sachiez le glucose, parce que du coup, ça vous permet de différencier par rapport aux autres. Justement, là, on voit du coup que c'est pas le glucose. Mais normalement, enfin, il y a le déglycéraldéhyde qui est donné aussi. Et après, ouais, on reste sur le glucose généralement. La question, c'est pas grave. Là, en effet, Pour la... pour la D. Ah, ils sont prévus. Du coup, nous, on voit pas le galactose. Ah mince. Oh, Mais au moins, ça Bon. vous permet de vous expliquer ce que c'est qu'un épimère. Voilà. En effet, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait au programme. Et du coup, en représentation d'Awors, il présente 5 carbones asymétriques. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu tout déjà dans la salle. Il y a du oui, il y a du non. Ouais. Moi, je suis sourd, j'entends rien. Eh bien, on va voir ça. Mais de toute façon, on le montre de manière un peu plus explicite dans les diapos d'après, vous inquiétez pas. Oui, on va revenir sur Awors juste après. Donc, du coup, comme on a dit, voilà, donc ça, c'est le mannose. Voilà, donc pas de rapport entre la série et la déviation de lumière. Et voilà. Donc, du coup, on va passer sur Tholin, c'est Awors. Oh, regarde, ah oui. Bah, du coup, pour rappel, ce que c'est qu'un carbone asymétrique, c'est quand on a quatre groupements différents, enfin 4 atomes ou groupes d'atomes différents autour d'un carbone. Voilà. Et dans le cas des oses, parce que j'avais eu la question sur le forum ou sur Discord, je ne sais plus. Là, par exemple, celui qui est juste ici, là, le deuxième carbone asymétrique, on pourrait avoir l'impression que, bah, du coup, celui au-dessus et celui en dessous, c'est la même chose. Du coup, parce que c'est aussi un carbone avec un OH, un H, et en bas, un carbone avec un OH, un H. Donc, on pourrait se dire que les deux, enfin que ce carbone-là, c'est un carbone asymétrique. Mais en fait, c'est juste ce que je voulais préciser, c'est qu'en gros, il ne faut pas s'arrêter seulement
au carbone qui vient ensuite, quoi. En fait, là, dans tous les cas, si jamais on est ici, ça pourra pas. Enfin, c'est forcément un carbone asymétrique parce que en haut ici et en bas là, c'est pas la même chose. Il faut vraiment aller voir plus loin. En gros, c'est juste ça. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, nickel. Du coup, voilà, nous revoilà avec nos tolins et Haworth. Alors, à propos des composés X et Y représentés ci-dessous, indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. La E, là. Là, oui, la E, elle était vraie. Mais du coup, on va le revoir là. Le composé X est un aldohexose de la série D. En effet. Aldohexose parce qu'on a 6 carbones et un aldehyde de... Et de la série D parce que le dernier carbone asymétrique, son groupe OH, il part vers la droite, donc on est bien sur la série D. Le composé X, c'est le déglucose. Bon, ça du coup, on y a répondu juste avant. Ça ne représente pas le glucose. Ensuite, le composé Y est un acide aldonique. C'est même pas un acide aldonique. Voilà. Lactone, fucose, en fait, c'est aussi un programme. C'était juste pour vous, pour voir un peu comment on passait de l'un à l'autre. Voilà ce qui explique mon humeur. Et du coup, voilà. Donc, c'est ça, c'est les explications. Du coup, pour passer de Tolins à Haworth, en fait, c'est du par cœur. Il n'y a pas le choix. Il faut savoir que les hydroxyles qui se trouvent à droite, ils vont aller vers le bas, et que les hydroxyles qui sont à gauche, ils vont aller vers le haut. C'est comme ça, il faut le retenir. Et donc pour la chaîne CH2OH, ça dépend du coup du pont oxydique qui se forme juste ici. Donc soit on le fait passer par la droite, et du coup on aura le groupement qui va être au-dessus du cycle. Donc ça va être en gros dans la majorité des cas, parce que la majorité du temps, ça va à droite. Et du coup, on a le CH2OH qui se retrouve au-dessus. Ou alors le pont oxydique qui va se faire du coup par la gauche, ici. Et à ce moment-là, le groupement, il sera en dessous du cycle. Voilà. Et du coup, donc pour savoir si c'est un anomère alpha ou bêta, ça va dépendre du... c'est celui-là. Ouais. Ça va dépendre de ce OH-là, en fait. Savoir s'il va aller se mettre en bas ou en haut. Et donc, du coup, voilà, si c'est en bas, si le OH il se retrouve en bas, on va avoir un anomère alpha. Et si le OH se retrouve en haut, on aura un anomère bêta. Ça aussi, c'est juste du par cœur, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution. Et du coup, on a bien... Oui, si, donc on a bien 5 carbones asymétriques quand on a un... C'est quoi la question déjà? Une forme sous Haworth. Oui, si, voilà. Quand on a un... C'est un aldo... Oui, si, quand c'est un aldohexose, on a forcément un carbone... Ah non, pas forcément. Sous cette cyclisation-là. Oui, sous cette cyclisation-là, en tout cas, il aurait 5 carbones asymétriques. Est-ce que c'est clair? Ah, une question. Si le pont oxydique se fait par la droite, déjà on sait toujours par la droite. Non, normalement, c'est indiqué. Enfin, parce qu'en soi, on peut le faire partir du côté qu'on veut, si on a le choix. Si tu as le choix, ouais, j'imagine. Disons, après, est-ce que vous avez les notions de anomère alpha, bêta? On vous a dit pourquoi on vous a expliqué. C'est là, du coup. Le wash qui est en bas. Mais pourquoi alpha? Pourquoi bêta? Qu'est-ce qu'on fait correspondre à alpha? Qu'est-ce qu'on fait correspondre à bêta? C'est la liaison entre les différents molécules de code. Alors, ok. Alors, oui, en fait, oui. Nous disons qu'en fait, on précise alpha et bêta après quand on parle des sucres, disons à un niveau plus avancé, de la même manière qu'on précisera les séries L, D, alpha, bêta. En fait, quand on parle d'alpha ou de bêta, la question tourne juste autour de savoir où va se diriger le OH qui est en haut, là-haut.
qui correspond à celui de l'aldéhyde finalement. D'accord? Donc en fait, là tu vois, l'aldéhyde, il a disparu là, quand tu cyclises. L'oxygène qui portait finalement la fonction aldéhyde pardon, en bout de chaîne est devenu un hydroxyle sous la forme cyclisée. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, tu crées un carbone asymétrique sur ce carbone-là. Et donc, en fait, l'hydroxyle va pouvoir s'orienter soit d'un côté ou de l'autre, de manière assez aléatoire. Donc, en fait, on considère qu'on a une configuration alpha quand on a l'hydroxyle qui est du même côté que la cyclisation, et bêta quand les côtés sont inversés. Ok? C'est par rapport à ça. Et du coup, ça donne une configuration particulière au sucre qu'on regarde. Et après, on pourra dire, ok, là j'ai une succession de plusieurs sucres, j'en ai un qui est alpha, il fait sa liaison en 4 avec l'autre qui est un bêta. On peut les décrire comme ça aussi. Du coup, on peut les savoir que si on a la forme de A ou A. En fait, on peut vous demander de le déterminer. Si on vous donne une forme Hours, on peut vous dire, est-ce que ça correspond à tel homme. Et on peut vous dire, est-ce que ça c'est un alpha, est-ce que c'est un bêta. On peut aussi vous dire, ça, à la base, ça correspond à ça. Mais bon, il y a tout un tas de choses que vous pouvez aussi vous amuser à retrouver à partir de n'importe quelle structure, en fait. Ouais, ça oui. Oui. Je n'ai pas compris quand le pont cyclique se forme. Comment c'est de quel côté le OH, le premier carbone, enfin, comment c'est de Celui-là quel côté il va. Oui. C'est hors de ton contrôle. Oui. Hors de ton contrôle, c'est aléatoire. C'est, voilà, tu vas en avoir un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Même s'il y a des configurations préférentielles en fonction des sucres, quand même. Quand tu es en milieu accueil, il y en a certains qui vont avoir plus tendance, comme dans le cas des cyclisations, il y en a qui vont se mettre à 90% en bêta. C'est pas vraiment équivalent, on va dire. Après, si jamais vous avez comme là, si jamais vous avez si jamais dans votre énoncé vous avez ça, et bien là, vous partez du principe que le OH il est du même côté que le O, c'est bien ça. Hein. Enfin, si les deux là ils sont du même côté, ça donne lequel? Là, si c'est du même côté, vous allez avoir le alpha, c'est-à-dire Oui, celui qui est représenté à votre gauche. Mais ici. du coup, si le OH, sur l'énoncé, il est il est de l'autre côté et que le pont il est toujours à droite, et ben à ce moment-là, ce sera bêta. Je me suis mal expliqué tout à l'heure. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ah, je prends. Ouais, D'accord. Bon. Vraiment, je te la donne. Peut-être que tu as quelques questions que tu peux regarder. Ok. Et du coup, répondez vite fait. Ouais. Alors, c'est toujours le deuxième ou ça peut être n'importe lequel? Par rapport à quoi? Par rapport à la cyclisation. Des carbones de cyclisation. Le deuxième, lequel le deuxième? On va demander de définir sa question. Oui. Thibaut, est-ce que tu peux réexpliquer ta question, s'il te plaît, parce que c'est pas très clair le deuxième. Donc, pour avoir une forme alpha, il faut que le OH du C1 par rapport à l'affirmation au-dessus. Oula. Quelle affirmation? J'ai pas compris. Je comprends pas. Donc, pour avoir une forme alpha, il faut que le OH du C1 soit à gauche. Oh, sinon, Que le OH du C1 soit à gauche. Ouh là là. D'accord, mais question combien? Ouais, bon, Si on a vas-y, continue, moi j'ai réfléchi. Hein, non, on n'a pas le temps. Allez, C'est pour ça. On va passer à la partie métabolisme alors. Bon, on commence avec la glycolyse. Parfait. Bon, là, c'est du par cœur, on peut vous faire participer en soi si vous en avez envie. Bon, il n'y a pas vraiment de choses à imaginer comme avec les sucres. Donc, la glycolyse, est-ce que c'est une voie métabolique qui nécessite la présence d'oxygène? Alors, bien. Est-ce qu'elle consomme du FADH2? Non. Ok, ça consomme quoi? NAD+. Ouais, NAD+. Question C. Elle nécessite l'entrée du glucose 6-phosphate dans la cellule au travers du transporteur GLUT. Oui, non. Pardon? Non. C'est pas du pyruvate. Pyruvate, il y a beaucoup de choses. Ok. Bon, on verra. Je ne donne pas la réponse tout de suite. Bon, bah, la réponse est donnée là. Bon, item A, réponse plus détaillée. La glycolyse peut se dérouler en conditions anaérobie. Okay. Donc, anaérobie, donc sans oxygène. C'est une voie qui n'est pas dépendante de l'oxygène.
et qui ne décide donc pas de prendre d'oxygène. Bon, très bien. La glycolyse ne consomme pas de alpha-DH2 mais du NAD+. Du coup, il y a une main qui se lève à moitié. Ouais, c'est juste parce que sur une des calls des précédentes semaines, il y avait la même question que la A. Oh. Et j'ai répondu que ça ne nécessitait pas d'oxygène, parce que je pensais à la partie cytosolique avant le cycle de Krebs. Et l'item avait été complété disant que la chaîne respiratoire mitochondriale nécessitait de l'oxygène. Alors du coup, est-ce que la glycolyse compte ou pas cette chaîne respiratoire? La glycolyse n'a rien à voir avec la chaîne respiratoire. Alors, Pour le coup, Il faudrait que je revoie le. ouais. Je vais regarder l'item. C'était il y a quelques semaines, hein, déjà, mais ça m'avait. Oui. Bon, c'est peut-être pas la bonne justification, mais en tout cas, ça reste faux. Bon, c'est bon. Alors, D'accord. c'était la colle 6 ou 9? Ah, d'accord, Bon, je vais regarder. Peut-être qu'on verra ça après. Donc du coup, pour l'item C, donc, le glucose entre dans la cellule grâce au transporteur GLUT. Donc, transporteur GLUT, c'est tout simplement un transport facilité du glucose qui n'a pas besoin d'énergie. Mais il ne rentre pas sous forme de glucose 6-phosphate. Bon, je ne sais pas si vous avez vu en physiologie, c'est une question de potentiel de membrane en fait. Donc, au contraire, la forme glucose 6-phosphate permet au glucose qui vient d'entrer dans la cellule de ne pas sortir de celle-ci. Donc, en fait, ça s'explique physiquement parce que le phosphate, c'est chargé négativement et la couche interne de la membrane concentre des charges négatives. Donc, négatif sur négatif, le glucose 6-phosphate va avoir tendance à ne pas sortir de la cellule parce qu'il va ne pas chercher à rentrer en contact et être attiré par cette membrane sur le versant cytoplasmique. Ok. La dégradation d'une molécule de glucose en lactate produit 6 molécules d'ATP. Ok, non, combien? 36, ok. D'autres réponses? Ok. Non. Donc, bon, la glycolyse, c'est une voie qui est assez ingrate. Ça ne produit pas beaucoup d'ATP, en fait. Hein. Ça en produit 2. Oui, donc après, il y a la notion de synthèse brute et synthèse nette. Bon, pas vous embêter avec ça. Donc, ça utilise pour faire fonctionner cette voie 2 ATP et après, ça en produit 4. Donc, en soi, la synthèse totale, en somme, c'est 2 ATP. Après, bon, il faut prendre en compte aussi qu'il y a le NAD+, qui est réduit, et donc il va pouvoir partir dans la chaîne respiratoire. Mais si on s'en tient à la glycolyse, la chaîne respiratoire n'en fait pas partie, et donc on ne compte pas après ce qu'on produit en tant que coenzyme réduit. Donc, et après, le fait de transformer en lactate et pas en pyruvate, ça ne change pas le bilan en ATP. Donc, le lactate est produit dans le cytosol des cellules. Oui. Hop. Donc bon, on peut revoir le bilan de la glycolyse. Donc elle produit 2 ATP, bien de la glycolyse, c'est une molécule de glucose, plus 2 ATP, enfin plus 2 ADP, plus 2 PI, puisqu'il faut bien fournir le substrat pour retrouver l'ATP, plus 2 NAD, qui est donc qui sont donc 2 NAD+, du coup, qui sont donc les coenzymes oxydés. Et au cours de cette réaction, on obtient 2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH+, et 2 molécules d'eau. Ça, c'est assez anecdotique. Et puis, bon, là, est vrai, le lactate, c'est produit dans le cytosol des cellules. Voilà. Je n'ai pas vraiment besoin de commenter. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si y a une question, n'hésitez pas. Ça va dans le chat? En fait, j'arrive pas à le lire parce que non, mais ça n'arrête pas de bouger. Donc, avec les plaques. Tu vois. Bon courage. On va tout en bas. Quels items sont vrais pour la question 5? Pour question 5, c'est A et E. Peut-être que j'aurais dû prévenir avant de montrer les diapos comme ça. T'inquiète, ouais. C'est pas grave. Bon, on peut refaire un petit bilan de la glycolyse, je pense qu'on a le temps. Donc après, c'est que du par cœur. Donc, pour reposer un petit peu de 3 bases, la glycolyse anaérobie, ça se fait dans le cytosol et n'a pas besoin d'O2 pour fonctionner. Il y a 3 étapes. Ici, quand on parle des 3 étapes, ce n'est pas les 3 étapes irréversibles de la glycolyse, c'est-à-dire qu'en fait, on peut séparer la glycolyse, on va dire, un peu philosophiquement, en 3 grandes parties, quoi. Donc, il y a la première étape qui correspond en fait à l'étape d'activation de la réaction, c'est-à-dire qu'on va transformer le glucose en fructose 1,6-bisphosphate. Donc ça, c'est une étape qui va consommer des ATP. La deuxième, ça fait passer le fructose en 2 trioses. Donc on passe d'une molécule d'un exose
à 2 trioses, ce qui peut expliquer aussi, ce qui explique de toute façon pourquoi après on se retrouve avec une production de 2 pyruvates, c'est parce qu'après la glycolyse va prendre chaque triose indépendamment et puis va arriver, et qui produit 2 fois le même triose finalement, pour arriver finalement à une molécule unique de pyruvate qui sera synthétisée 2 fois. Puis la troisième grande partie, c'est la transformation des 2 triosophones, ce que j'ai dit finalement en 2 pyruvates. Et donc c'est finalement cette suite de réactions à partir des 2 trioses qui vont générer 4 ATP, et donc qui vont permettre finalement d'avoir un bénéfice pour la cellule, parce que sinon, je ne sais pas. Et bon, parmi tout ça, alors bon, corrige-moi si je me trompe, mais les 3 réactions irréversibles, il me semble qu'il faut les connaître. Ouais. À connaître. Donc, donc alors, Si. il faut qu'ils connaissent substrat, produit et enzyme. Oui, c'est ça. En fait, il faut juste connaître ce qui est écrit là. Donc, bon, globalement, si on pouvait donner un ordre, en fait, il y a les réactions 1, 3 et 10 qui sont irréversibles. Bon, faire première réaction 1, je te vois froncer les sourcils. Donc, la première réaction, bon, bah, c'est tout bête, hein, c'est glucose qui se transforme en glucose 6-phosphate, d'accord. Donc ça, c'est l'exokinase, exo parce que exose et kinase parce qu'une kinase, c'est simplement une enzyme qui va avoir une activité de phosphorylation à partir de l'ATP. Okay. Bon, c'est du coup une étape qui consomme de l'ATP. La deuxième, c'est le fructose 6-phosphate. Entre-temps, on a transformé le glucose en fructose. On rajoute un autre phosphate sur ce fructose. On obtient alors du fructose 1,6-diphosphate. Donc on consomme encore un ATP. Donc c'est là, finalement, on se retrouve avec la perte de 2 ATP qu'on avait initialement. Et la dernière étape, c'est alors, le phosphoénol pyruvate, que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de PEP, c'est plus simple, qui va donner du pyruvate. Donc c'est la dernière étape de la glycolyse. Le pyruvate, ça vous parle. Et donc ça c'est fait par la pyruvate kinase. Alors, j'ai dit qu'une kinase... Bon, de toute façon, vous n'avez pas les structures des molécules, donc finalement, le terme de kinase va peut-être pas plus vous déranger que ça ici. Si jamais vous avez un problème avec ça, ce que je pourrais comprendre, n'hésitez pas à envoyer un message sur le forum. Question 7. Ça va? J'essaie. Il y a des trucs là. Mais en fait, voilà. Bon. Bien, bon, on va passer au QCM7. Alors, le cycle de Krebs, bon, c'est, disons, un peu l'étape au-dessus, finalement, dans la synthèse et le recyclage de l'énergie pour la cellule. Bien qu'en lui-même, le cycle de Krebs ne produise pas vraiment un intérêt majeur si on le prend à part de la respiration avec la chaîne respiratoire mitochondriale. D'accord? Mais bon, vous allez voir pourquoi. Donc, l'item A, le cycle de Krebs peut être alimenté par l'oxydation des glucides et des acides gras. Non? Et qui dit mieux? Ok, pourquoi? Oui. La bêta-oxydation pour les acides gras, c'est bon, mais l'oxydation des glucides, ça n'est pas. Ok, pourquoi? Enfin, oui, ouais, non, c'est peut-être un peu... D'accord. Alors, cet item-là, il est vrai. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui rentre dans le cycle de Krebs? C'est de l'acétyl-CoA. Okay. L'acétyl-CoA, il faut voir ça. Je vais prendre peut-être un tout petit peu plus tôt. Disons qu'on dit que le métabolisme est convergent. D'accord? C'est-à-dire qu'on part de molécules qui sont très diversifiées pour arriver, en les découpant en sous-unités, en les transformant, à des molécules qui sont à peu près toutes identiques avant de pouvoir s'en resservir pour faire des vrais trucs. Ok? L'acétyl-CoA, ça fait partie de ces molécules qui sont finalement entre la fin de la destruction et le début de la construction ou de l'utilisation sous forme d'énergie. En fait, donc, les glucides, si on prend juste le cas des glucides, alors le glucose plus particulièrement, mais c'est vrai qu'on peut le glucide aussi dans la glycolyse, après quelques petites transformations, mais ça aboutit à la synthèse de pyruvate. Le pyruvate est pris en charge par le complexe d'enzymes pyruvate déshydrogénase qui le transforme en acétyl-CoA. Ok. Ça se passe dans la mitochondrie. Les acides gras, via la bêta-oxydation, sont aussi dégradés en petites sous-unités d'acétyl-CoA. Donc finalement, cet item-là, il est vrai. C'est clair, ça? B. Alors là, je sens que je vais faire un petit schéma. De l'oxaloacétate peut être produit en une seule réaction à partir du pyruvate. Ok. Bon, là, pareil, on marche un peu dans l'inconnu, j'ai l'impression. Ce n'est pas des notions qui sont évidentes. L'oxaloacétate, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que ça vous parle comme nom? C'est le substrat. Ouais, c'est un substrat tel C'est le substrat du cycle de Krebs. C'est un des substrats du cycle de Krebs, c'est un des substrats qui permet notamment d'initier la réaction, c'est vrai. On a besoin d'oxaloacétate pour réaliser la première réaction du cycle de Krebs. Le pyruvate, bon, c'est... En fait, bon, l'item est vrai, d'accord. En soi, je peux vous le démontrer en vous faisant un petit schéma, en vous montrant ce qui se passe. En soi, le pyruvate et l'oxaloacétate, c'est pas des molécules qui sont très différentes. Okay. La seule chose qui diffère entre ces deux molécules, c'est un acide carboxylique. Donc, la seule chose qui se passe entre le pyruvate et l'oxaloacétate, c'est qu'on a une carboxylation. Le pyruvate est carboxylé, donc une carboxylation, c'est un ajout d'un COO-, c'est-à-dire d'un acide carboxylique. Et donc, ça permet d'obtenir un oxaloacétate. Okay. Bon, pour anecdote, ça s'appelle la pyruvate carboxylase. C'est pas sorcier. Mais oui, bon, c'est un peu spécifique là, comme question. Item C, l'acétyl-CoA est un inhibiteur allostérique de la citrate synthase. Okay. Alors, l'acétyl-CoA, du coup, qu'est-ce que c'est? On veut la mémoire à extrêmement court terme, là, par rapport au cycle de Krebs. C'est le substrat vraiment majeur initial qui permet... c'est ce qui rentre dans le cycle de Krebs. D'accord? Ok. La citrate synthase, est-ce que ça vous parle? C'est la première enzyme du cycle de Krebs, effectivement. Donc c'est celle qui permet, à partir d'oxaloacétate et d'acétyl-CoA, d'entraîner la synthèse du citrate synthase. Ok? Donc, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'acétyl-CoA qui est un substrat. Si mon substrat est... On n'a pas le temps. Oui, visio, non, ça c'est top. Okay. Juste, c'est un message pour la visio, je suis désolée, ça a un peu bugué apparemment au niveau des questions. Du coup, s'il y a des questions du début de cours qu'on ne vous a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer à la fin. Bon, pas maintenant, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Mais à la fin de la visio, quand on a fini, n'hésitez pas, on va rester 5 minutes pour voir si tout marche bien. Et là, on va se connecter avec notre ordinateur. Voilà, désolée, merci. Pas de problème. Okay. Donc, finalement, l'acétyl-CoA, c'est un substrat très important. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que si j'ai, prenons un cas vraiment exagéré, si j'ai énormément d'acétyl-CoA dans ma mitochondrie, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à faire de l'énergie. J'ai beaucoup d'acétyl-CoA, je vais pas manquer. Donc, cet acétyl-CoA, je vais chercher à le faire rentrer dans le cycle de Krebs. Est-ce que c'est en inhibant l'enzyme qui permet l'entrée dans le cycle de Krebs que je vais permettre son utilisation? Là, dit comme ça, c'est sûr que ça paraît peut-être... je vous tiens un peu par la main, quoi. Mais bon, c'est un raisonnement après... donc, il y a un certain nombre d'enzymes qui sont activées par leur substrat et qui sont inhibées par leurs produits. Si j'ai beaucoup de produits, par exemple, il y a un certain nombre d'enzymes qui sont inhibées par ça. En fait, si j'ai déjà beaucoup de ce que produit l'enzyme, elle ne va pas chercher à en produire plus, si jamais on veut lui attribuer une conscience. Ok? Est-ce que ça vous va ou pas? Ok. Si j'ai une question, encore une fois, n'hésitez pas. Item D, est-ce que vous m'entendez bien au fond quand même? Ouais, que je les réveille. Là. Bon. Item D, dans le cas d'une production excessive d'ATP par la cellule. Oui. Ah, oui. Alors oui, j'ai pas pensé à ça. C'est une notion qui est claire pour tout le monde ou pas ça? Enfin, pour tout le monde du coup non, mais vous en avez. Enfin, si je peux savoir, est-ce que vous avez déjà entendu ces termes-là ou pas? Pas dans ce point-là, d'accord. Ah oui, ICM, oui, je comprends. D'accord. Bon, inhibiteur, je pense que ça va. Allostérique, il faut simplement comprendre que ça fait référence à un produit, enfin une molécule qui va aller se fixer à un endroit qui n'est pas le site catalytique ou le site de reconnaissance déjà avéré de l'enzyme pour cette réaction-là. D'accord? Donc, si imaginons à un point A de mon enzyme, ben, c'est là qu'elle réalise la réaction. Ben, finalement, un autre point qui n'a rien à voir, un inhibiteur allostérique, ça va aller inhiber cette réaction-là, mais sur un autre endroit de l'enzyme. C'est un peu compliqué. Disons que tout ce qu'il faut comprendre, c'est que les enzymes, ce sont des protéines, elles peuvent changer de conformation. Si je commence à rajouter des molécules à droite, à gauche dessus, ça va modifier un petit peu leur forme dans l'espace, et donc la réactivité dont elles peuvent faire part. D'accord? Donc, c'est-à-dire la vitesse des réactions qu'elles peuvent faire, ou le type de réaction qu'elles peuvent faire même. Donc oui, ça peut arriver. Donc allostérique, ça veut juste dire que c'est pas du tout au même endroit que le site catalytique de l'enzyme.
D'accord. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition avec le réactif initial ou le produit. D'accord. Ok. Item D, du coup, dans le cas d'une production excessive d'ATP par la cellule, la pyruvate déshydrogénase est activée. Bon, en fait, on peut reprendre le raisonnement tout à l'heure, mais je ne vais pas développer, on regardera juste la correction. Item E, un tour complet du cycle de Krebs produit 1 GTP, 2 CO2, 3 NADPHH+, et 2 FADH2. Ouais, faux. 1 FADH2, d'accord. Moi, je vois une autre erreur. Ah ah. NADPH. C'est pas. Non, là, c'est gros pour que ça soit une faute d'orthographe. Ça serait vraiment pas de chance. Le P en majuscule. Non, en fait, le NADPH, c'est un autre coenzyme qui peut être réduit, mais pas dans le cycle de Krebs. Dans le cycle de Krebs, c'est du NADH. Et le P, ça veut juste dire que c'est du NAD phosphorylé. Mais c'est pas du tout la même molécule, c'est pas du tout le même pool de molécules pour la cellule. Elle fait bien la différence. Donc, du coup, dans un tour de cycle de Krebs, pour une molécule d'acétyl-CoA, je produis 1 GTP, 2 CO2, 3 NADH+, et 1 FADH2. Le diapo, vous l'aurez. Hop, on peut regarder la correction. Bon, A et B. Donc, bon, voilà. Le cycle de Krebs peut être alimenté par l'oxydation des glucides et des acides gras. C'est vrai, puisque tous les deux convergent vers la production d'acétyl-CoA. B. De l'oxaloacétate peut être produit en une seule réaction à partir du pyruvate. C'est vrai. Alors, bon, si jamais ça peut vous aider, je pourrais toujours vous dessiner à la fin de l'heure les molécules au tableau. C. L'acétyl-CoA est un inhibiteur allostérique de la citrate synthase. Alors ça c'est faux du coup, ça va être un activateur de l'enzyme, puisque si j'ai beaucoup de substrat, je vais chercher à l'utiliser. En tout cas, c'est plutôt vrai dans ce cas-là. D, dans le cas de production excessive d'ATP par la cellule, la pyruvate déshydrogénase. Bon. Donc elle est désactivée. Là en fait, c'est ce que je vous ai dit. L'ATP c'est le produit, c'est ce que la cellule va chercher à produire si elle a besoin d'énergie. Si elle a déjà plein d'énergie, qu'elle est pléthorique, il n'y a pas vraiment de nécessité de faire plus d'ATP en activant la pyruvate déshydrogénase. Donc c'est pas nécessaire. Ok. Et bon, un tour complet. Donc ça, après, c'est ce qu'on avait dit. Donc c'est un acétyl-CoA plus 3 NAD+, plus 1 FAD+, plus 1 GDP, qui, bon, et l'eau, qui va donner 2 CO2, 3 NADH, H+, vous pouvez dire NADH, c'est pareil. 1 FADH2 et 1 GTP. Le GTP pourra ensuite être transformé en ATP, mais c'est pas vraiment la source principale après d'énergie pour la cellule. Il est quelle heure ? Bon, je peux le commenter, ça, mais bon, on verra. Si c'est pas clair, on reprendra. Sinon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour vous de connaître l'ensemble des réactions. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être un petit peu importantes à connaître. Déjà, la réaction d'initiation du cycle de Krebs, donc c'est-à-dire celle de la citrate synthase qui va lier l'oxaloacétate à l'acétyl-CoA. D'accord. Et puis après, globalement, les réactions à connaître sont plutôt de l'ordre de celles qui réalisent des oxydations des décarboxylations oxydatives, pardon. Voilà, je me perds dans les mots. Si on prend ça tout bêtement, décarboxylation, c'est j'enlève du CO2, et oxydative, c'est j'oxyde. En fait, les réactions de décarboxylation oxydative, vous pouvez le voir sur le schéma ici. Donc, ce sont des réactions qui sont irréversibles d'ailleurs sur ce schéma. Enfin, qui sont irréversibles tout court en fait. Donc, c'est transformation de l'isocitrate C6 en alpha-cétobutérate. Donc, vous avez CO2, NADH qui se libère. Et la réaction juste après, donc alpha-cétobutérate qui devient succinyl-CoA, qui, pareil, libère du CO2 et du NADH. Bien. Et après, vous connaissez aussi la réaction transformation d'ATP et celle qui permet d'obtenir du FADH2. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, au final, vous connaissez la moitié du cycle de Krebs en connaissant quelques détails, quoi. La suite. Peut-être tu veux reprendre ? Non ? D'accord. Par contre, la réponse s'affiche avec. Je sais pas bon. Faire la correction du but. Bon, c'est pas grave. Attends. Ah ouais, bon. Non, mais c'est Bon, pas grave. ouais. Bah oui, de toute façon, tant qu'à y être. Allez, QCM8. Le complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale catalyse le transfert de 2H+,
et 2 électrons du... Ouais, non, mais en fait, je peux pas faire ça. Bon, complexe 1 de la chaîne aspiratoire mitochondriale catalyse le transfert de 2 H+, et 2 électrons du NADH+, vers le coenzyme Q. Bon, vous avez vu la correction, je peux foutre de toute façon. Donc, ça, c'est bien vrai. Le coenzyme Q, pour se réduire, reçoit 2 électrons et 2 H+, de la part du complexe 1. Et ces électrons proviennent bien du NADH. D'accord? C'est spécifique du complexe 1. Il n'y a que lui qui réalise cette action-là dans la chaîne aspiratoire mitochondriale. Question B. Item B. Le complexe 2 de la chaîne aspiratoire assure le transfert de protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Ouais, ça c'est flou. Hein. D'accord. Alors, c'est faux. Ouais, c'est faux. Donc, le complexe 2, c'est une exception, on peut le voir comme ça. C'est le seul complexe dans la chaîne aspiratoire mitochondriale, parmi les 4 premiers complexes, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est hors ATP synthase, qui ne fait pas sortir justement des H+, vers l'espace intermitochondrial à partir de la matrice. Les autres complexes, 1, 3 et 4, font bien sortir, eux, des H+, vers cet espace intermembranaire. D'accord? Ça permet de concentrer les H+, dans un compartiment pour ensuite pouvoir permettre plus facilement la génération d'ATP en libérant plus d'énergie de l'ATP synthèse. Donc, le complexe 2, c'est donc le seul complexe qui n'envoie pas de protons dans cet espace. L'item B est donc faux. Item C, le complexe 4 de la chaîne aspiratoire mitochondriale assure le transfert d'électrons jusqu'à un accepteur final qui est l'oxygène. Okay. C'est pour ça que vous respirez, au fait. C'est pour ce système-là. C'est globalement vrai, il n'y a pas vraiment d'autres raisons qui expliquent pourquoi est-ce que vous consommez du dioxygène. Voilà. Très bien. Donc chaîne aspiratoire, transfert d'électrons, d'accord. L'oxygène, il devient quoi après l'action du complexe 4? Exactement, ça donne de H2O. Donc, logiquement, pour une molécule de dioxygène, je vais obtenir 2 molécules d'H2O. Puisque dans du dioxygène, j'ai 2 oxygènes. H2O, j'ai qu'un oxygène, donc je vais avoir 2 molécules d'eau pour un dioxygène. Item D, l'activité ATP synthase est couplée au flux de protons de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale. Okay. Donc, encore une fois, il y a une certaine logique. Les complexes 1, 3 et 4 concentrent les protons dans l'espace intermitochondrial. Ça crée une énergie sous la forme d'un gradient de concentration de protons. D'accord? Cette notion de gradient concentration, vous l'avez déjà entendu. Bon, parfait. En tout cas, ça, il faut imaginer que c'est une énergie. Ok? Et cette énergie, finalement, ce que la mitochondrie va pouvoir faire, c'est, via les ATP synthase, permettre spécifiquement en ces régions-là, de permettre l'utilisation de cette énergie en des coins qui sont concentrés du coup sur l'ATP synthase, et donc utiliser l'énergie de manière efficace. Donc, c'est bien un flux qui passe de l'espace, un flux de protons qui viennent de l'espace intermembranaire, puisque c'est l'espace où ils sont concentrés par les autres symbiotes, vers la matrice mitochondriale. D'accord? Ce passage-là va permettre la synthèse d'ATP. L'item D est donc vrai. Les sites catalytiques du complexe F1 de l'ATP synthase sont dans 3 états différents en même temps. Pas du tout le programme, ça. Ah, bon, ben on va passer, c'est vrai. Voilà. Donc l'ATP synthase, elle a 3 sites sur lesquels elle va catalyser la réaction de synthèse d'ATP. Et en fait, les 3 sites s'échangent un petit peu les rôles les uns les autres. En fait, il y a 3 états possibles. Il y en a un qui est dans un état A, le deuxième dans l'état B, le deuxième dans un E3C. Et en fait, ils échangent chacun. Voilà. Hop. Bon, la chaîne respiratoire, voilà. Bon, justement, bon, je peux en soi illustrer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au complexe. Donc, le NADH est utilisé et réoxydé via le complexe numéro 1 de la chaîne aspiratoire mitochondriale. Donc, il y a les 2 H+ ici qui vont rejoindre le coenzyme Q, d'accord? Mais en parallèle, de manière indépendante, il y a également 4 H+ qui vont être envoyés dans l'espace intermembranaire. Alors, il n'y en a que 3 représentés sur le diapo, c'est une erreur, d'accord?
Il y en a 4 qui sont envoyés par le complexe 1. Alors, je ne sais pas s'ils doivent entrer dans ces détails-là, mais bon, je donne Non. quand même. Bon, d'accord. Le coenzyme Q va ensuite jusqu'au complexe 3 qui, lui, envoie 2 protons, mais bon, c'est pas grave, qui transfère ses électrons vers le cytochrome C qui va jusqu'au complexe 4, et le complexe 4, après, il utilise le dioxygène pour faire de l'O2. Enfin, de l'H2O, pardon. Un peu fatigué. Et donc après, bon, vous avez représenté de manière un peu à côté, quoi, hein, le complexe 2, donc, qui est tout seul, qui transforme le succinate en fumarate. Pour l'anecdote, le complexe 2, le succinate fumarate, si ça vous parle, c'est parce que ce sont des molécules du cycle de Krebs. Donc en fait, le complexe 2, c'est une enzyme du cycle de Krebs. Une réaction du cycle de Krebs se fait à la membrane interne mitochondriale, via cette enzyme qui est située à ce niveau-là. Allez, QCM9 alors, si tu veux reprendre. Ok, du coup, là, on va passer sur la partie sur les lipides. Donc, là, on en a un. Donc, à propos de la molécule ci-dessous, indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Du coup, c'est sur l'autre ordinateur. Voilà. Alors, elle est en fautère. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Et elle est en fifile, ça vous parle un peu plus? En fifile, en fautère. Oui. Elle est en fautère. En fait. Et en fifile. Si on vous dit lipophile, hydrophile, ça vous parle? Si on vous dit amphiphiles, vous pensez à quoi? C'est les deux? Ouais. Voilà. Donc amphiphile, c'est une molécule qui est à la fois pas sur les mêmes exactes parties de sa molécule, qui a un versant qui est lipophile, un autre qui va être hydrophile. Donc ici, c'est le cas ici, puisque vous avez une tête polaire finalement sur ce lipide-là qui est représenté par la phosphocholine, mais bon, peu importe. Et une partie lipophile qui est représentée simplement par les acides gras que vous avez sur le glycérol ici. Mais en fautère, c'est par rapport à... En fautère, c'est par rapport... C'est au plus et c'est au plus et moins, en gros. Mais du coup, non. En fautère, ça fait référence au fait qu'il y ait un acide et une base dans la même molécule. Ouais, mais là, Donc là, globalement, en fait, là, il faut considérer que oui, parce que tu as l'amine quaternaire et puis tu as l'acide phosphorique. ok, d'accord. Ah oui, j'avais pas fait ça en plus. Ouais. Du coup, donc, elle est bien... ah oui, pardon. Alors, en fautère, ça veut dire que sur une même molécule, on va avoir une partie qui va être donc lipophile. Donc, oula. Tu pourrais me donner les réponses de la 8, de la question 8. C'est quoi? Ah, la 8. Ouais. C'était juste la B fausse. Parfait. Alors, en fautère. Ah oui, en fautère, oui, pardon, c'est ça. Oui, non, c'était amphiphiles la question. Alors, pour savoir si c'est une molécule amphiphiile, il faut regarder, généralement... Pardon? Mais quoi? Ah, c'était pour... Mais... Pardon, j'ai bugué, ok. Alors oui, du coup, pour amphotère, oui, c'est ça, donc c'est bien ce que tu as dit. Amphotère, là, justement, on va le voir par rapport en fait, au plus et au moins. En fait, on voit que dans cette molécule, on a une partie qui va être acide et une partie qui va être basique. C'est ça? C'est n'importe quoi, là. Mais non, t'inquiète, c'est bon. Continue. Voilà, donc en gros, en fait, il faut juste voir s'il y a un plus... Enfin, expliquer. Tu feras mieux que moi. Une espèce amphotère est une molécule qui possède une base et un acide. Donc, il peut avoir ces deux propriétés-là. Et bon, là, c'est un petit tips à connaître avec Madame Savanier, c'est que une amine quaternaire, on va considérer que c'est une base. Okay. Donc, grossièrement, on peut aussi réfléchir avec les charges. S'il y a un plus et un moins, en gros, vous pouvez dire que c'est amphotère. Le raisonnement plus poussé, c'est parce qu'il y a un acide phosphorique ici dans la molécule, c'est le phosphate, en gros. Et puis vous avez l'amine aussi, représentée par l'extrémité de la choline ici. La choline, la molécule.
Et voilà. En fait, c'est ça, moi, j'ai pas les explications parce que généralement, je regarde s'il y a un plus, un moins. S'il y a les deux, ça veut dire que c'est amphotère. S'il y en a qu'un seul, bah, c'est que ça l'est pas. Voilà. Donc, généralement, je me complique pas la vie. Du coup, voilà. Est-ce que c'est plus clair? Ok. Alors, elle libère entre autres de la phosphorylcholine sous l'action de la phospholipase D. Ah, c'est ça. Et ben, on va le revoir juste après, du coup. Donc là, voilà. Donc en fait, la phospholipase D, elle coupe bien après le phosphate et non pas avant. Voilà, donc oui, elle coupe après le phosphate et pas avant. Donc vu qu'elle coupe après, elle va juste libérer la choline et pas la phosphorylcholine. Alors, la D, elle n'est pas du tout au programme, donc on ne va pas s'en occuper. Et elle est hydrosoluble. Bah, non. En fait, le truc, c'est que ça, c'est des questions où c'est partiellement vrai parce qu'elle l'est un peu, mais pas complètement. C'est bon, la E, elle n'est pas particulièrement non plus. Donc voilà. Cours. Hein, tout va bien? Ok, d'accord. Ça t'empire. Hein. Voilà, donc du coup, je voulais faire un petit, enfin surtout c'était pour faire un petit rappel sur les glycérides. Du coup, voilà, donc on a fait un petit schéma, voilà. Donc à la base, on part toujours de notre glycérol. Donc glycérol, on a 3 carbones liés à 3 hydroxyles, voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir soit former un triacylglycérol, donc en ajoutant 3 acides gras très variés, ou alors justement, on va ajouter donc 2 acides gras, donc sur les 2 premiers carbones généralement, et un ion phosphate du coup sur le dernier carbone. Et grâce à ça, eh ben, on va former un glycérophospholipide. Et donc là, on avait bien un glycérophospholipide. Voilà. Donc là, voilà, on voit bien la partie qui est polaire et apolaire. Donc ça, c'était pour la partie amphiphile. Voilà, donc la partie... Enfin, si on a les deux, ça veut bien dire que c'est amphiphile. Et du coup, pour les phospholipases, donc là, en fait, c'était surtout pour vous remontrer un peu les différents types de coupures, du coup. Donc, on a la A1 qui va couper le premier acide gras, la A2 qui va couper le deuxième acide gras, et ensuite, on a la C et la D. Donc, il faut bien faire attention à la distinction entre les deux. La C qui coupe avant le phosphate, et la D qui va couper après. Voilà. C'est clair pour tout le monde. Ah oui, du coup, j'avais aussi fait un petit rappel sur les sphingolipides. Voilà, donc globalement, la structure, elle ne change pas forcément. On a toujours nos 3 carbones. Seulement, au lieu d'avoir un OH au niveau du deuxième carbone, on va avoir un amide. On va avoir la formation d'une liaison amide. Voilà, au lieu d'une liaison ester. Voilà. Et du coup, pour ici, ça se passe à peu près pareil. Enfin, voilà, le X, ça peut être remplacé par plusieurs choses. Mais voilà. Ça aussi, ça va. Ok. Et du coup, on passe à la dernière question à propos du cholestérol. Donc, celle-là, elle a été tirée du Polygmars pour les LAS, donc c'est un peu plus représentatif. Donc ça, normalement, vous pouvez répondre à tout. Voilà. Donc, à propos de la régulation du cholestérol, les différentes lipoprotéines peuvent être séparées et identifiées grâce à l'électrophorèse. Oui. Alors, honnêtement, tu saurais dire toi ou pas? J'ai pas entendu la question. La question, c'est pour la E, elle est soluble parce qu'il y a un côté polaire, c'est ça? Pas soluble. Ah, pas soluble parce qu'elle a un côté apolaire. Disons qu'en fait, là, c'est ici qu'il y a plusieurs écoles. Ah bah. Donc, est-ce qu'on met les pieds dans le plat ou pas? Disons qu'en fait, l'item, elle est hydrosoluble. En fait, quand on regarde un lipide comme ça, on est souvent tenté de dire il est très lipophile, il est très hydrophile. Mais
on ne dit jamais vraiment il est hydrophile, il est lipophile. Après, ils ont quand même des tendances un petit peu plus... ils ont des tendances quand même à se lier soit dans des solvants du coup aqueux, soit organiques. Organique, ça sous-entend ici lipophile, tout simplement. Non, mais bon, lipophile, retenez que organique, ça fait référence à quelque chose de lipophile. Et il est vrai que pour... j'ai mon cerveau qui... Attendez, oui, bon, pour la phosphatidylcholine, qui est constituée avec 2 chaînes d'acides gras, comme ça, c'est plutôt solvable dans un solvant lipophile, d'accord? Donc là, on aura plutôt tendance à dire que c'est lipophile qu'hydrophile, mais moi, je considère l'item un peu ambigu, surtout pour vous, et c'est peut-être même pas une notion que... Bon, je sais. Écoutez, contentez-vous de ça, et puis voilà. Ah oui, en fait, oui, hydrosoluble, ça voudrait dire oui, soluble dans l'eau. Bon, globalement, quand on parle des acides gras, c'est rarement soluble dans l'eau. Voilà, il faut partir sur cette base-là. On est sur du apolaire, donc enfin majoritairement apolaire dans tous les cas. Donc voilà, pas très soluble. Dans l'eau en tout cas. Du coup, les différentes lipoprotéines peuvent être séparées et identifiées grâce à l'électrophorèse. Ok. La lipo... Alors, ah oui, ok, donc ça oui. La lipoprotéine lipase activée par l'apolipoprotéine C hydrolyse les triglycérides. Okay. L'ultracentrifugation de flotation, c'est pas le flottaison d'habitude. C'est moi qui l'ai toujours mal lu ou... Flottaison, ça me dit rien, je connais pas ça. Ah ouais, c'est moi qui toute ma vie j'ai mal lu ça. C'est incroyable. Attendez. Bon, ça flotte. C'est pas possible. Ah oui, non, mais j'ai. Bon. Ok, bon. L'ultracentrifugation de flottation est une technique de séparation qui est basée sur la composition des différents composés. Oh non, du coup. Ah oui, bah non. Alors, oui, non. L'ultracentrifugation de flottation, c'est bien basé sur la différence de densité et pas sur la différence de composition. Voilà. C'est faux. Hein? Oui, c'est faux, c'est ça. L'enzyme L4 activée par l'apolipoprotéine C intervient dans le métabolisme des HDL. Oui, mais c'est noté comme faux. Ah non, bah oui. Merde. Ah oui, non, d'accord. Alors, l'enzyme L4 qui intervient dans le métabolisme des HDL, ça c'est vrai, en effet, mais elle est activée par l'apolipoprotéine A et pas l'apolipoprotéine C. Donc ça c'est bien faux. Et l'ApoB100 est retrouvé dans toutes les lipoprotéines. Ça c'est faux, en effet, parce que on la retrouve seulement dans les VLDL, IDL et HDL. Et LDL, pardon. Voilà. Du coup, bon, là en gros c'était surtout un petit rappel sur le tableau. Ce tableau-là, il est bien à connaître. C'est super important pour les questions là-dessus. Ce tableau-là, vraiment, il est super important. Il faut connaître bien. Enfin, alors, la densité et le diamètre, vous n'avez pas besoin de connaître les valeurs. Ce qui compte, c'est surtout de savoir dans quel sens ça va. Mais sinon, le reste, c'est vraiment important. Et parce que là-dessus, c'est plutôt des questions de cours. Donc voilà, c'est vraiment à savoir. Ça vous aidera vraiment à y répondre. Et quand vous avez des questions qui vous demandent par rapport aux bandes, justement aux bandes bêta, alpha, et ben c'est important de savoir que c'est les LDL qui vont se mettre sur les bandes bêta, HDL sur les bandes alpha et VLDL sur les bandes pré-bêta. Voilà, ça globalement c'est vraiment ce qu'il faut savoir plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On est dans les temps, je crois. Alors, s'il vous plaît, juste avant de partir, est-ce que vous pouvez screener remplir le formulaire ça vient de cette sélection parce que c'est les premiers formats et du coup, pour avoir un peu vos retours, est-ce que c'est bien, pas bien ou quoi C'était exceptionnel. Il n'y a pas des... Les réponses juste pour la liste. Vous appelez aussi pour... Ouais. Dernier truc, après promis, je vous laisse partir. Je ne sais pas si vous savez, mais on organise un examen blanc
Du coup, il y en a 3, Toulouse, Albi et UT1, UT3 et Albi. Et du coup, c'est le QR code qu'on vous inscrire. Tu peux remettre les réponses de la 10 vite fait. Ah ben ok, c'est bon, tu peux remettre. Alors, le questionnaire il marche pas. Mais c'est pas moi, c'est Chloé. Bravo. Est-ce qu'ils sont ouverts? Il n'est pas ouvert? Il n'est pas ouvert? Ça fait pas? Il n'est pas ouvert? C'est pour ça que c'est Non, c'est le QR code.